Alors, je vais commencer par très rapidement demander à Gilles, qui est ta vie, c'est l'écologie, c'est l'environnement, c'est partie de l'océan, c'est aujourd'hui aussi évidemment tout le monde du vivant. J'avais presque une question à me dire, est-ce que les arbres, c'est comme les éléphants? Est-ce qu'ils vont disparaître? Voilà. Donc, quel est ton regard sur les questions environnementales? Et ça m'intéresse beaucoup. On s'est posé la question, avec des équipes de l'IRD, on travaille sur l'Amazonie. Et on s'est demandé, est-ce qu'un jour, il n'y aura plus aucun arbre en Amazonie? Vous savez qu'aujourd'hui, on a 3 grands gisements sur la planète de diversité importante, liés aux arbres. Ce sont les grands gisements de forêt tropicale humide. En Asie, les 2 grandes îles que sont Bornéo et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. En Amérique, l'Amazonie. Et en Afrique, le bassin du Congo. On a là, dans ces 3 zones du monde, la moitié des espèces connues, décrites et déposées dans les musées aujourd'hui. Ce sont à peu près 1 million d'espèces vivantes. Quand on parle de forêt, c'est vrai que... On va revenir à c'est quoi un arbre. C'est une question qu'il faut qu'on se pose quand même, puisqu'on parle d'arbres aujourd'hui, c'est intéressant dans l'évolution. Je dis souvent, on a quoi 250 espèces d'arbres en Europe à peu près connues, indigènes. Si on va en Colombie, c'est les records du monde aujourd'hui sur une zone à peu près vers 1000 mètres entre l'Amazonie basse et puis les Andes. On peut avoir 700 arbres au kilomètre carré. On retrouve ça aussi en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Et sur un arbre de Colombie ou de Papouasie, 700 espèces de coléoptères. Voilà. Là, on touche à des zones à des choses qui sont absolument fabuleuses. Cette richesse en diversité, elle est absolument fantastique. Alors, l'histoire commence dans l'évolution. Vous savez que moi, je dois être le seul, d'ailleurs, océanographe de la salle ici, parce que justement, dans l'océan, il n'y a pas d'arbres. Bon, alors on va se poser la question, comment est-ce qu'on vient aux arbres? La vie naît dans l'océan il y a à peu près 3,85 milliards d'années. Donc la vie apparaît comment? Une petite cellule, c'est quoi une cellule? C'est un petit système séparé par une membrane. Et la membrane, elle sépare de l'intérieur de l'extérieur. Et ce jour-là, à ce moment-là, commence dans l'histoire de la Terre la biodiversité, qui naît sur une géodiversité antérieure. Ça, c'est clair. Il y avait une géodiversité quand la Terre se forme, il y a 4,6 milliards d'années. Cette vie apparaît dans l'océan et elle se clone. Au départ, il n'y a pas de reproduction sexuée. Donc on fait des filles, 2 filles, 2 filles, 2 filles. Chaque fille étant la copie de la maman, bien sûr. Et pendant très longtemps, la vie va exploser dans l'océan, va saturer l'océan en oxygène. Et ça, c'est fabuleux parce qu'on va revenir à nos arbres. Ce sont des petites bactéries, des cyanobactéries, qui vers 3,45 milliards d'années, inventent un fabuleux process qui s'appelle la photosynthèse. Et pour faire de la photosynthèse, il faut de l'eau. Ça ne se passe pas sans eau. Voilà pourquoi quand la vie va quitter l'eau, et les arbres savent faire ça, il faut garder l'eau à l'intérieur. Ou on vit dans l'eau, il y en a de l'eau partout, ou alors, lorsqu'on sort de l'eau, on garde cette eau à l'intérieur. Ça, c'est fondamental. Je rappelle qu'un bébé humain à la naissance, c'est 3/4 d'eau. On l'oublie complètement. Un cerveau humain, on communique ensemble, c'est 80% d'eau. Il n'y a aucune cellule vivante qui n'est pas faite d'eau. Donc avec cette eau, un fabuleux procédé qui consiste à récupérer gratuitement la lumière du soleil. C'est gratuit. C'est la seule énergie du vivant, il ne faut pas l'oublier, de la nature. Hein. Et puis, ce fameux CO2. Ce CO2 dont on a fait aujourd'hui un déchet. Et ça, je vous le dis souvent, rendez-vous compte qu'avant que l'homme n'apparaisse sur la Terre, il n'y avait aucun déchet. Le déchet est une invention de l'humanité. Et c'est quoi un déchet? C'est un produit qu'on va produire pour lequel on n'a pas d'acheteur. Pour l'économie moderne que l'on a. On n'a pas d'acheteur pour un déchet, donc j'ai fait un déchet. Des choses horribles, hein. On fait des déchets qui vont durer aujourd'hui peut-être des millions d'années. La dramatique histoire de la chlordécone récemment en Martinique et en Guadeloupe va faire qu'on ne va pas pouvoir utiliser ces régions pendant peut-être 100, 200, 300 ans. Donc, dans de l'eau, CO2 et lumière, on produit 2 fabuleuses choses qui sont l'oxygène et le sucre. Et tout va partir comme ça. Et quand je regarde nos arbres ici à côté, je dis souvent, la future énergie, elle est là en fait. Quand on parle de nucléaire, on me parle d'éolien, on me parle de solaire, très bien, mais regardons, et là je suis entièrement d'accord tout à l'heure avec ce que disait mon ami Jacques, et je veux le remercier pour l'œuvre qu'il a fait là, c'est absolument fabuleux. Tout à l'heure, en voyant les images, on a envie de pleurer et envie de se battre. Ça, je crois que c'est très fort, c'est ce qu'on fait depuis longtemps. Excusez le terme, c'est tellement con ce qu'on peut faire à l'extérieur qu'il faut des gens pour réagir. Et si on regarde comment fait un arbre, il sait faire de l'hydrogène à partir de l'eau, mon arbre. Et le plus gros problème que l'on a aujourd'hui, c'est stocker l'énergie, on ne sait pas. On ne sait pas. Et lui, il sait faire, parce que pendant la nuit, ça ne marche pas, son système. Donc voilà, la future énergie, elle est là, effectivement. Regardons comment on fait un arbre. On me dit que les rendements ne sont pas bons. Ça changera. Donc l'arbre, c'est fabuleux. Et ça commence dans l'histoire. Au Dévonien, on est vers 400 millions d'années. La vie vient juste de sortir de l'océan. Elle est forcément passée, bien sûr, par le littoral. Et je dis souvent, regardez votre sang en ce moment, à vous tous ici, là.
Votre sang, c'est quoi? Eh bien, c'est un mélange d'eau douce et d'eau de mer. On a tous ici dans notre sang du sodium, du potassium, des chlorures. C'est quoi ce truc? C'est inventé dans l'univers il y a 12 milliards d'années. Dans les éléments de la table de chimie, ils apparaissent un peu plus tard que les éléments très légers. Ils constituent l'eau de mer quand l'eau de mer se forme sur la Terre. Et notre sang raconte la sortie des océans. Fabuleux. Alors, nos arbres apparaissent un petit peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un arbre? Un arbre, c'est la définition pour un botaniste, c'est une plante qui est capable de pousser toute seule, de monter toute seule, c'est pas une liane, qui est bien sûr très grande. On dit, est-ce que c'est 5 mètres ou 7 mètres? On peut discuter pendant des heures de ce qu'est un arbre, effectivement. Peu importe, en tout cas. Et on sépare les palmiers et les bambous des arbres réellement, botaniquement. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce sont ces plantes. Tout à l'heure, Jacques disait, effectivement, peut-être 5000 ans. Moi, j'avais un record à 5063, il y a peut-être un peu plus. Les seuls êtres vivants du même âge sont les coraux. On a des coraux qui ont plus de 5000 ans. La base du récif corallien, à peu près le même âge. Donc on a là une vitalité, une durabilité du vivant absolument exceptionnelle. Et ces arbres, ils vont inventer un tas de choses. Ils vont refaire, bien sûr, cette photosynthèse que j'évoquais. L'arbre, il a un énorme problème, l'arbre au départ, c'est qu'une fois qu'il a été mis là par sa petite graine, on parlait des chênes tout à l'heure, ce gland qui est parti là, eh bien, il reste là. Et c'est là que le changement climatique nous pose des soucis aujourd'hui. Il y a eu un très beau travail de l'INRA récemment dans l'Est de la France. On a regardé, on a modélisé, on a regardé comment ce climat changeait. Que le climat change, ce n'est pas un souci. Le climat a toujours changé sur la Terre. Et je dirais heureusement que le climat a changé. Sans un climat qui changeait, on n'aurait jamais eu cette diversité-là. Aujourd'hui, 2 millions d'espèces connues, 300 000 dans l'océan, 1,7 million sur les continents. C'est grâce à ce climat qui a changé. Le vivant, comme disait Gould, il y a de très longues périodes durant lesquelles il ne se passe pas grand-chose, et des moments très forts où le vivant est obligé de spécier, de faire de nouvelles espèces, quand ça change. Mais aujourd'hui, donc c'est bien, mais ça change trop vite. Et sur nos arbres, on l'a vu avec les collègues de l'INRA dans l'Est de la France, on a modélisé nos arbres sur 18 ans, sur 30 ans. Ils font le chemin qu'il faut en montagne. Ils savent monter. Il y a même eu des cas récemment, on montre qu'ils arrivent à faire 200 mètres. Le climat nous dit, les climatologues nous disent aujourd'hui, notre climat, j'étais à Bordeaux avant-hier pour un gros débat sur l'avenir de la vigne. À l'Institut du vin sur quel va être le vignoble du Bordelais dans 30, 40 ou 50 ans. Question importante pour eux, bien sûr, c'est leur économie de base. Et c'est vrai que c'est la vitesse du changement qui nous préoccupe aujourd'hui. Et on voit que nos arbres en altitude, on fait 100 mètres ou 200 mètres. Le modèle est en accord. Ils font ce que le modèle avait prédit. Le modèle n'est pas si mauvais que ça. En plaine, ça ne marche pas du tout. Ils n'ont pas le temps de faire la route. Alors il y a 2 solutions pour réagir. On dit, bien regardez, où sont vos problèmes? Ils sont déjà adaptés. Ou alors, ben non, écoutez, ils n'ont pas encore eu le temps de faire le chemin. Et ça va se terminer comment, cette histoire-là? Aux États-Unis, on a des cas absolument fantastiques, en Floride, où des arbres sont partis dans l'autre sens. Ils sont paumés, en fait. Ils ne savent plus ce qui se passe. Et on voit qu'ils commencent à se disséminer, non pas vers le nord, vers lequel ils devraient aller dans l'hémisphère nord, mais vers le sud. Donc l'arbre, il apparaît, les angiospermes, il y a entre 100 et 135 millions d'années. Et je terminerai là-dessus, c'est une fabuleuse histoire, parce que c'est une des plus belles histoires d'amour de la nature, tout à l'heure, là, qui évoquait les papillons, c'est la pollinisation. En fait, c'est vrai que aujourd'hui, la question qu'on me pose souvent, mais comment, alors que l'océan de très loin est le plus grand volume offert à la vie, il n'y a que simplement 13% des espèces connues. 13%. Les sols du monde, c'est 23% des espèces connues aujourd'hui. Et le productivisme agricole a tué la moitié des sols. Une question aussi pour nos arbres. Comment on a tué ces sols, effectivement? C'est important d'y réfléchir. Et bien, il se passe un événement à ce moment-là, c'est qu'apparaissent les plantes à fleurs qui ont besoin de pollinisateurs. Et là, l'histoire, elle est fabuleuse. C'est une merveilleuse histoire d'amour. J'aime bien les histoires d'amour, évidemment, bien sûr. Il faut la coévolution entre les plantes à fleurs et les insectes, surtout. Alors, soit on va prendre des groupes qui étaient déjà là avant, les coloptères étaient déjà là, les hémiptères aussi. D'autres vont apparaître à ce moment-là. Les papillons se différencient à ce moment-là, les hyménoptères se différencient. Et puis on voit cette merveilleuse histoire qui explique l'explosion de la vie sur les continents par rapport à l'océan. Aujourd'hui, on a à peu près 5 à 7 fois plus d'espèces sur les continents que dans l'océan. Probablement pour cette raison de coévolution au moment de la pollinisation. Et nos arbres jouent un rôle absolument fondamental. L'arbre aussi, c'est le symbole de beaucoup de choses. D'autres meilleurs que moi en sciences humaines et sociales parleront. De l'arbre à palabre, un petit peu partout. Je me rappelle à Madagascar, il y a 2 ans, un manguier sacré dans lequel je ne sais pas, c'est l'appelé chaman, en tout cas, ce type fabuleux venait et appelait des lémuriens, le grand propithèque couronné, qui venait dans ce manguier sacré. Et par ailleurs, d'autres endroits de Madagascar, on connaît ici beaucoup de gens connaissent Madagascar, catastrophe. J'étais en Indonésie il y a 2 ans, 23 millions d'hectares dans le Kalimantan, qui est la partie indonésienne de Bornéo, partie. Alors, on remplace de la forêt pristine, primaire, par des champs d'arbres. Ce n'est pas du tout, en fait, une forêt. Et bien sûr, la diversité biologique est beaucoup plus basse.
Donc je vais terminer là-dessus pour ne pas être trop long et pour te rassurer. L'arbre est vraiment un fabuleux symbole de la vie continentale, effectivement. Il ne vient pas du milieu marin. Il marque les environnements, il marque les paysages. Il a marqué l'histoire de l'humanité. Et je ne peux pas comprendre aujourd'hui cet acharnement. Tout à l'heure, on parlait effectivement des vitesses de déforestation. On croyait que ça allait se réduire, ce n'est pas vrai. Ça continue aujourd'hui. Tout à l'heure, c'était affligeant. 50 millions d'arbres, c'est fabuleux. Et puis on dit c'est quelques heures, effectivement, de déforestation. Donc quel est le prix à payer pour qu'on arrive à comprendre l'importance de ces milieux particuliers, sachant en plus que quand on détruit ces forêts tropicales, Sabrina vous parlera des grands singes, on détruit énormément de ces espèces que j'évoquais tout à l'heure. Les espèces, ce n'est pas chez nous qu'elles disparaissent aujourd'hui. C'est associé à ces zones particulières si riches que j'évoquais tout à l'heure. Donc l'arbre, dans son rôle symbolique, dans ce rôle de... On oublie en fait une chose, c'est le besoin viscéral de nature de l'humain. Et ma dernière histoire, c'est les grands parcs. Un papier dans The Lancet. The Lancet, ce n'est pas une revue écolo, hein, c'est la plus haute revue médicale qui existe, en 2009, qui fait un papier à Londres sur le fait que des gens dans les grandes villes britanniques ont ou non accès à un parc avec des arbres au sein d'une grande ville. Eh bien, leurs 30 dernières années de vie sont complètement différentes. Ils n'ont pas les mêmes maladies s'ils ont accès à un parc ou pas. Et là, on touche du doigt des choses qu'on peut pressentir, qui ne sont pas de l'économie mercantile, hein. Cette folie à l'heure actuelle de détruire ces arbres. Et donc, ce fabuleux engouement mondial à les remettre en place, parce que s'ils ne sont plus là, ben nous, on ne sera plus là non plus. Merci Gilles.